Chers téléspectateurs de Canal Éducation, bonjour. Nous voici encore à nouveau pour un nouvel entretien. L'entretien de cet après-midi est particulier. Pourquoi particulier? Parce que nous recevons aujourd'hui un égyptologue. N'oubliez pas que cette émission, comme nous l'avons toujours rappelé, c'est un travail mémoriel et un devoir de mémoire que nous engageons ici avec comme finalité la restauration de notre conscience historique. Qui parle de conscience historique africaine ne peut pas justement occulter la place que doit occuper l'égyptologie. Comme nous le rappelait d'ailleurs Cheikh Anta Diop, c'est à partir de nos humanités nibio-égyptiennes qu'on pourra bâtir un corps social solide en Afrique. Ce monsieur en face de nous s'appelle monsieur Mohamed Nazir Sarr. Mohamed Nazir Sarr est égyptologue. Après avoir obtenu son DA d'égyptologie à l'université Cheikh Anta Diop, il fera sa thèse à l'université de Hambourg, qu'il a préparée et soutenue sur la direction du professeur Harwit Altemöller, professeur émérite d'égyptologie. Celle-ci a été publiée sous le titre « Funérailles et représentation dans les tombes de l'Ancien et du Moyen Empire égyptien. Cas de comparaison avec les civilisations actuelles de l'Afrique noire. Hambourg, Lit-Verlac, 2001. Il a enseigné l'égyptologie à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun de 2005 à 2012, tout en poursuivant ses travaux de recherche en égyptologie et plus particulièrement sur les rites funéraires en Égypte ancienne et dans le reste de l'Afrique noire moderne. Il est actuellement maître de conférence CAMES, c'est important à préciser, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et membre de l'Association internationale des égyptologues. Il est l'auteur de plusieurs articles parus dans la revue Ancre, revue d'égyptologie et des civilisations négro-africaines. Monsieur Sarr, bonjour. Bonjour, M. Bey. En vous présentant, on est surpris de voir que vous avez fait l'école allemande d'égyptologie. Mais est-ce que vous pouvez revenir très rapidement sur les raisons pour lesquelles vous avez choisi ou bien opté pour l'égyptologie, l'école allemande, d'autant que jusqu'ici, c'était l'école française qui était quand même la référence pour nos égyptologues? Je vous remercie d'abord pour m'avoir invité. Je voudrais faire cette précision parce que j'ai étudié à Dakar de la première année en doctorat. J'ai fait mon certificat de maîtrise ici. J'ai aussi écrit mon DEA avec le professeur Lam. Je me suis inscrit en thèse de troisième cycle. C'est à la suite du colloque de 1996 organisé par Feu Ibn Diagne qui m'a orienté et qui m'a demandé en fait de tout faire pour rencontrer un égyptologue qu'il a invité et qui sera à Dakar, en l'occurrence le professeur Hadwig Altenmüller. Pour lui, jusque-là, pour le cas de l'égyptologie, le seul son de cloche venait de Paris. Maintenant, il faut diversifier. Il faut que Dakar, quand même, ait un autre son de cloche venant de l'Allemagne, parce que l'Allemagne, quand même, représente pour lui un cas extraordinaire pour l'égyptologie mondiale. Mais quelle est la particularité justement de l'école allemande d'égyptologie? Qu'est-ce qui la caractérise essentiellement? D'abord, c'est la langue. Et ils ont beaucoup travaillé sur l'épigraphie, sur l'archéologie. Si vous regardez le Wörterbuch der ägyptischen Sprache, si vous étudiez la langue égyptienne, à mon sens, c'est le seul dictionnaire qui traite la langue dans tous ses états, disons, de l'ancien empire à l'époque ptolémaïque, avec des commentaires bien sûr. Mais je veux citer aussi le lexicon de l'égyptologie, où pratiquement tous les thèmes d'égyptologie sont annoncés. Si vous voulez travailler sur des thèmes, si vous consultez le lexicon, ça vous aide aussi. Donc la particularité de l'école allemande, effectivement, c'est d'avoir diversifié et de permettre à tout un chacun de travailler à l'aise, notamment au niveau des thèmes. Voilà un peu ce qui fait la particularité de l'école allemande. Donc, c'est une très bonne entrée en matière. Alors, nous dire, mais qu'est-ce que l'égyptologie? L'égyptologie, étymologiquement, cela veut dire la science qui enseigne l'histoire de l'Égypte. C'est ça qu'on peut définir.
l'égyptologie, c'est la science qui enseigne le patrimoine de l'Égypte antique. Et du point de vue historiographique, c'est intéressant pour nous de savoir que les premiers écrits sur l'Égypte, en dehors des sources égyptiennes, ce sont les textes grecs et romains, ensuite les arabes. Mais pour le développement de cette science, 3 événements majeurs marquent le développement de la science de l'égyptologie. C'est l'expédition napoléonienne de 1799, la découverte de la pierre de Rosette et le déchiffrement des hiéroglyphes. Donc c'est à la suite de ce déchiffrement que scientifiquement on peut parler d'égyptologie scientifique. Donc l'égyptologie scientifique est née à la suite du déchiffrement des hiéroglyphes. Par qui et en quelle année? En 1822 par Champollion. C'est l'achèvement du déchiffrement, mais le déchiffrement a commencé bien avant. Et en 1822 ensuite, c'est en 1822 effectivement qu'on a déchiffré les hiéroglyphes. Et c'est en 1822 aussi qu'on a mis en place un système qui permet de traiter les sources égyptiennes de manière technique, notamment en Europe, en France, en Angleterre, aux États-Unis et un peu partout. Donc, c'est vraiment, c'est pour cela que Hornung dit dans son texte, Einführung in die Ägyptologie, qu'on ne peut parler d'égyptologie scientifique qu'après le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion en 1822. Je dois préciser qu'il y a Champollion-Figeac, mais c'est le Champollion le Jeune qui a déchiffré les hiéroglyphes. Donc, Champollion le Jeune, il y a donc 2 Champollions. Il y a 2 Champollions. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça, parce que c'est une précision importante. Champollion-Figeac, et Cheikh Anta le dit très clairement, lui, il n'était pas honnête scientifiquement, mais c'est Champollion le Jeune qui a déchiffré et qui est le premier à avoir dit que la langue égyptienne est une langue apparentée aux langues négro-africaines. Donc il était beaucoup plus, scientifiquement, il était beaucoup plus honnête que son frère, mais c'est lui, on met l'accent sur lui parce que c'est lui, effectivement, qui a conduit au déchiffrement des hiéroglyphes en 1822. Très bien. Quel est donc le champ d'investigation de l'égyptologie? L'égyptologie, si je reviens sur le travail de Hornung, Einführung in die Ägyptologie, le champ d'investigation est extrêmement large. Il y a l'histoire, il y a l'archéologie, il y a la linguistique, il y a les sciences sociales, il y a les mathématiques, il y a tout ce qui concerne l'astronomie, l'astrologie, tout ce qui concerne l'homme. Ça englobe la science de l'égyptologie. Mais pour être à l'aise dans cette science, il faut absolument apprendre la langue qui vous permet effectivement de pénétrer, disons, la civilisation égyptienne. Très bien. Donc c'est un vaste champ. C'est un champ très vaste. Et là, on ne peut pas être spécialiste de tout. Il y a des spécialistes de l'archéologie égyptienne, il y a des spécialistes de la langue égyptienne, il y a des spécialistes de la littérature, il y a des spécialistes de la religion. Donc c'est un champ extrêmement vaste. Et pour Cheikh Anta Diop, quelle était sa spécialité en passant? Cheikh Anta, le mérite qu'il a eu, c'est d'avoir attiré l'attention des égyptologues du monde sur le caractère nègre de la civilisation égyptienne. Même si auparavant les Grecs en parlaient, même si des égyptologues en ont parlé, son mérite, c'est d'avoir mis l'accent sur le fait qu'on ne peut pas étudier l'Égypte sans intégrer l'histoire des sociétés africaines. Donc, il a mis l'accent sur le caractère nègre de la civilisation égyptienne et ça transparaît dans tous ses travaux. Très bien. Quel est donc, à partir donc le champ d'investigation étant connu, maintenant quel est son champ d'application? Le champ d'application, d'abord au niveau des sciences sociales, comme disait Cheikh Anta, c'est de revenir sur l'histoire africaine. Il faut réécrire cette histoire à partir de l'Égypte et ça permet d'asseoir une théorie sur la conscience historique. Mais aussi, ça permet aussi de montrer en fait que les Africains ont une histoire commune, ce qu'il appelle l'unité culturelle. Le panafricanisme, l'intégration, tout ça, on ne peut pas avoir ça si on ne connaît pas l'histoire des sociétés africaines à partir de la vallée du Nil. C'est ça la particularité, le champ d'application. C'est de montrer en fait qu'il y a une unité culturelle négro-africaine et qu'il est possible d'écrire cette histoire à partir des sources égyptiennes. Très bien. Le champ d'investigation étant connu, le champ d'application de même. Maintenant, quelle séquence historique véritablement couvre l'égyptologie? Bon, les séquences de la préhistoire pratiquement à la fin des dynasties régnantes.
On peut avoir une idée, n'est-ce pas, de la durée. Ça fait combien de milliers d'années? C'est une très longue durée. Et si vous écrivez sur l'histoire africaine, c'est la même chose. On peut écrire l'histoire de l'humanité à partir de la préhistoire, de l'apparition de l'homme jusqu'à la fin des dynasties régnantes. Et si vous faites l'égyptologie, là, vous vous rendrez compte aussi qu'à partir de la préhistoire, il y a des données sur l'histoire de l'Égypte. C'est la raison pour laquelle les premiers égyptologues qui ont travaillé ont beaucoup insisté sur la préhistoire de l'Égypte. Je peux vous renvoyer dans les travaux de Vanier, le manuel d'archéologie égyptienne, et même maintenant les travaux de Midan René sur la préhistoire de l'Égypte. Et on ne peut pas comprendre l'histoire de l'Égypte si on n'interroge pas les sources des premières, mais aussi si on n'interroge pas toute la préhistoire, parce qu'en fait, il y a tout un développement qui s'est passé de la préhistoire à la fin des dynasties régnantes. Donc, il est possible, effectivement, à partir des sources archéologiques, de retracer un peu l'histoire des civilisations négro-africaines à partir de la vallée du Nil. Mais quelle est la période la plus faste de cette histoire égyptienne? Bon, pour les historiens, on parle de l'Ancien Empire. Mais si on se base sur les faits, déjà à l'époque pré-Tinite ou bien Tinite, on peut effectivement voir cette période faste. Mais si on regarde un peu le développement de l'écriture, je pense que l'écriture s'est développée à partir de 3000 ans, mais c'est stabilisé effectivement sous l'Ancien Empire. Et à partir de l'Ancien Empire, nous avons beaucoup de textes égyptiens sur lesquels on peut se baser pour travailler, notamment les textes des pyramides et les textes recueillis par Mariette dans son ouvrage Les Mastabas de l'Ancien Empire. Et qui dit aussi, n'est-ce pas, de ces pharaons les plus célèbres, famous, les plus célèbres pharaons de l'Égypte. Oui, ça dépend des périodes. Si vous prenez les périodes les plus anciennes, depuis la dynastie Géro jusqu'à Narmer, il y a des pharaons qui sont célèbres. Mais surtout sous l'Ancien Empire, notamment les fondateurs de la 3e dynastie, le pharaon Djoser, le fondateur de la 4e dynastie, Ouni, le père de Khéops. Ensuite, la 5e, 6e dynastie. Ensuite, la 18e dynastie, avec les pharaons conquérants comme Thutmose III, etc. Donc, il y a des séquences qui montrent en fait que cette histoire s'est déroulée sur la très longue durée et a généré des pharaons qui ont conquis le monde. C'est la raison pour laquelle Cheikh Anta comparait un peu Thutmose III au Napoléon. Donc, c'est un pharaon qui a beaucoup conquis et qui est aussi très célèbre. Le Ramsès II aussi, l'époque ramesside. Après la 18e dynastie, c'est l'époque ramesside. Même l'époque ptolémaïque. Donc, ça dépend des séquences et ça dépend des périodes. Je pense que dans toutes ces périodes-là, il y a des pharaons qui ont été célèbres. Très bien. Quel a été l'apport de l'égyptologie dans la connaissance de l'histoire africaine? Bon, là, il faut revenir sur Cheikh Anta Diop, sur ses travaux d'abord. Nation nègre et culture, antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique, l'unité culturelle, l'Afrique noire précoloniale, et jusqu'à Civilisation ou barbarie, son dernier ouvrage qu'il a écrit en 1981. Ses travaux de linguistique africaine, notamment parenté génétique entre l'égyptien ancien et les langues négro-africaines, exemple le Wolof, les nouvelles recherches. Donc, Cheikh Anta a investi tous ces champs pour inviter les Africains à apprendre l'histoire de l'Égypte, la langue égyptienne, pour mieux comprendre les civilisations négro-africaines. Et c'est ce rapport qu'il a demandé aux archéologues de beaucoup travailler pour connaître, disons, ce qu'il y a dans le sous-sol africain, mais aussi de faire des travaux de comparaison entre les civilisations nubio-égyptiennes et les civilisations négro-africaines à partir des thématiques, notamment sur la royauté, par exemple, sur les perceptions de l'au-delà, tout ça, sur l'importance de la femme et sur, disons, tout ce qui concerne les faits de culture, la circoncision, l'excision, tous ces éléments de culture-là, Cheikh Anta pense, pour mieux comprendre leur sens et leur symbolique, il faut investir la religion égyptienne. Et cet apport de l'égyptologie dans la connaissance de l'histoire africaine a-t-il été décisif? Et dans quel domaine? Oui, pour le moment, c'est très compliqué pour nous qui sommes égyptologues. Je peux dire même que nous sommes très mal connus parce que nous n'avons pas beaucoup de spécialistes. Si vous voyez un peu, je prends l'exemple du département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop,
les premiers qui ont eu à enseigner l'égyptologie, c'est les professeurs Aboubakry Moussalam et Babacar Sall. Quand ils sont partis, c'est les gens de ma génération qui sont là-bas, en l'occurrence moi-même, El Hadj Malick Dem, M. Doucouré et M. Sow. Nous ne sommes même pas nombreux par rapport aux autres qui se sont spécialisés dans l'histoire moderne et contemporaine. Et si on interroge le champ de recherche de l'égyptologie, cela veut dire que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire, ne serait-ce que pour former des gens et prendre le relais. Ça veut dire que le ratio est faible, si bien que l'impact de cette connaissance telle qu'on l'aurait voulu ne se manifeste pas encore. Non, ça ne se manifeste pas. Nous ne sommes même pas connus. Nous ne sommes pas encore très bien connus. Et nous ne sommes pas nombreux même à l'échelle africaine. Donc il y a beaucoup à faire. Il faut aider, et il faut donner des bourses, et il faut permettre à ces jeunes qui se bousculent, parce que maintenant il y a beaucoup de jeunes en tout cas qui s'intéressent à l'égyptologie. De notre temps, quand je m'inscrivais au CS d'histoire ancienne, on n'était que 4. C'était moi-même, Cheikh Anta Mbacké Babou, Malick Ba, Ibrahima Sarr. Malick Ba a soutenu, j'ai soutenu, Ibrahima Sarr a soutenu. Cheikh Anta Mbacké Babou n'a pas soutenu chez nous, il est allé soutenir son travail avec les modernisants. Donc c'est un spécialiste de l'école. Je suis le seul dans ce groupe à avoir soutenu une thèse. Oui, ça veut dire que cela veut dire que c'est un véritable chemin de croix. Justement. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en tout cas. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut revenir un peu sur le rôle joué par Anta Diop alors dans la connaissance de l'égyptologie de manière générale? Je pense que le tournant, c'était le colloque du Caire en 1974, quand il y a eu un débat théorique sur l'antériorité de la civilisation égyptienne sur celle des pays méditerranéens, quand il y a eu un débat sur le caractère nègre de la civilisation égyptienne, le professeur Amadou Mokhtar Mbow, qui était à l'époque le directeur de l'UNESCO, a tout fait, en tout cas, pour convaincre Cheikh Anta de venir discuter avec ses collègues européens. Et ça s'est passé en 1974 au Caire, et les conclusions ont été publiées, et le tournant, c'était effectivement Caire. Il fallait que Cheikh Anta puisse réussir à convaincre l'égyptologie mondiale que ces thèses étaient valables. Et je pense que si vous lisez les conclusions du colloque du Caire qui ont été rédigées par le professeur Jean Devis, là vous y verrez des éléments d'explication. Oui, je sais un peu cela parce que j'ai une anecdote que vous avez rencontrée tout à l'heure, hein, inbox. Mais quelles ont été ces principales thèses, justement? Les principales thèses de Cheikh Anta, d'abord les migrations. Il a beaucoup écrit sur les migrations depuis la vallée jusqu'au Sénégal. Il a aussi travaillé sur l'archéologie africaine, la nécessité de fouiller le sous-sol africain. Il a fait des travaux de paléontologie dans son dernier ouvrage, Civilisation ou barbarie. Il a aussi travaillé sur l'art. Il a montré le caractère important de l'art africain. Sur la religion, notamment l'influence, et dans son dernier ouvrage, il dit l'influence de la religion égyptienne sur les religions, entre parenthèses, dites révélées. Son champ sur la linguistique, dans cet ouvrage-là, il faut le lire, Cheikh Anta essaie de montrer, en fait, contrairement à ce qu'on pense, que la langue wolof est une langue très ancienne. Et il le démontre dans cet ouvrage en exploitant le Vautobourg, où il démontre en fait que la langue wolof est une langue ancrée dans les civilisations du Nil et une langue apparentée à la langue égyptienne. Donc il y a beaucoup de termes que nous retrouvons dans nos langues, qu'on retrouve également dans la langue égyptienne, notamment le wolof. Mais ça, justement, cette parenté génétique établie par des sachants, apparemment aujourd'hui, elle est remise en question. Notamment la langue wolof, qui n'existerait pas. Mais qu'en est-il réellement? Non, les égyptologues ne peuvent pas dire que la langue wolof n'existe pas. Les égyptologues disent le contraire. Si vous apprenez l'égyptien ancien, vous êtes wolof, vous lisez les textes égyptiens, vous aurez beaucoup de surprises parce qu'il y a beaucoup d'expressions wolof qu'on retrouve dans la langue égyptienne. Par exemple, Dor, dans les textes de l'Ancien Empire, notamment les inscriptions du Sinaï, où le pharaon devait conquérir les territoires du Sinaï. Et dans les textes, on dit Dar Khashur Nebet. En fait, le texte là, Dar Khashur Nebet, Dor, ça veut dire frapper le pays étranger. Vous prenez les textes concernant
Snofru pour la conquête de la Nubie. Khebata Nekhese ou Khep en Wolof. Il y a beaucoup d'expressions. Vous prenez tout ce qui concerne, disons, la religion, les conceptions de l'au-delà. Là, vous allez voir en fait qu'il y a beaucoup de conceptions, il y a beaucoup de textes qui parlent de l'au-delà et des textes qui donnent des éclairages en fait sur ce que nous faisons actuellement. Donc, je ne veux pas dire que la langue Wolof, je ne peux pas le dire moi, parce qu'effectivement, si je prends mon Wouterbourg, je travaille sur la langue, je regarde les expressions concernant l'agriculture, l'élevage, la pêche, tous les domaines de la vie sociale. Vous allez voir des correspondances linguistiques entre l'égyptien ancien et la langue Wolof. Mais pourquoi ce débat donc? Bon, ce n'est pas un débat de spécialistes. Moi, je crois que tous les travaux de Cheikh Anta sur la linguistique, sur les travaux de Obenga concernant la langue des Bantous, c'est des travaux qui sont valables. Et le Caire, c'est le Caire qui a validé ça. Donc, tout ce que Cheikh Anta disait, mais au Caire, ça a été validé par le Caire, par le colloque du Caire. Il n'y avait pas d'argument pour démonter les travaux de Cheikh Anta à propos de la parenté linguistique entre l'égyptien ancien et les langues négro-africaines. Et maintenant, et même les travaux de mon collègue Salouma Doutouré concernant le manding le démontrent. Donc, l'égyptien ancien est une langue négro-africaine. Ça, les égyptologues le savent, surtout ceux qui ont appris la langue, ceux qui pratiquent la langue. Je ne parle pas des linguistes qui n'ont pas appris la langue, mais je parle des égyptologues et des linguistes qui travaillent sur la langue égyptienne. Là, les évidences sont là. C'est-à-dire que donc... du point de vue morphologique, du point de vue de la sémantique, de l'étymologie, il n'y a rien à faire. Si vous comprenez ces deux langues, vous allez vous retrouver comme si c'était chez vous. Ce ne serait pas de hasard de calembour qui expliquerait donc... Bon, c'est les Raymond Mouni qui parlaient de calembour, mais Raymond Mouni n'est ni un linguiste, ni un égyptologue. Il ne lit aucun hiéroglyphe. Comment peut-il juger les travaux de Cheikh Anta et Raymond Mouni? C'est les gens de Vis et les Raymond Mouni qui parlaient de calembour. Mais aucun de ces gens-là ne lit les hiéroglyphes. C'est soit des archéologues, ils ne comprennent rien, absolument rien de la langue égyptienne. Donc, il ne peut pas démonter les travaux de Cheikh Anta sur le plan linguistique. Et je crois que pour un peu paraphraser Yoro Kafal, qui disait ces africanistes, comme il les appelait, c'est le terme consacré, oui, notamment de la fosse, n'ont fait que contribuer à fausser l'histoire africaine. Justement, de la fosse, on dit que de la fosse a dit, mais est-ce que de la fosse comprend l'égyptien? Tous ces gens-là, les de la fosse, les Suret Canal, les gens de Vis, les Raymond Mouni, mais aucun d'entre eux n'était un égyptologue. Cheikh Anta était sur le terrain de la science égyptologique. Et au Caire, devant des sonorons, des spécialistes, il y a eu un débat au Caire entre Cheikh Anta et le Soudanais Abdallah à propos de Kem. Mais c'est Sonoron qui a tranché ce débat. Obenga le dit très clairement, que c'est Sonoron, effectivement, qui a pris la parole pour dire à Abdallah d'arrêter le terme Kem, ça renvoie à noir. C'est clair. Et c'est clair. Je crois que le débat du Caire a le mérite quand même de trancher définitivement ces questions-là. Non, à partir du Caire, je pense qu'à partir du Caire, on devrait retravailler toutes ces conclusions et on devrait repositionner l'égyptologie dans les universités africaines. Nous allons y revenir tout à l'heure. À partir du Caire, en tout cas le colloque du Caire pour moi est un tournant pour revenir sur l'importance de l'égyptologie dans les sciences sociales en Afrique. Voilà, ces thèses nilotiques, qu'on a l'habitude de les appeler, sont-elles concurrencées par d'autres? Et quelles sont fondamentalement leurs idées principales, les thèses adverses? Bon, si vous lisez les travaux de Yoro Bolijao, bien avant Cheikh Anta Diop, Yoro Bolijao a écrit sur l'histoire de la Sénégambie et sur l'histoire des migrations. Il a parlé des migrations. Et le professeur Lam le cite parce que Yoro Bolijao a écrit avant Cheikh Anta Diop. Mais c'était l'opinion générale en Sénégambie. C'était ça. Il dit que l'opinion en général en Sénégambie disait que ces populations venaient de l'Égypte. Ils ont cité l'Égypte. Ça, Yoro Diaw le dit. Si vous prenez les traditions sérères, le professeur Mbaye Gueye, paix à son âme, m'a dit dans son bureau que du temps du Boursine Kumbondofen, il y avait un griot dans la cour
qui pouvait retracer l'itinéraire des Sérères de l'Égypte au Sine. En d'autres termes, nous n'avons pas encore exploité toutes les traditions orales. Vous prenez les termes comme Tawaï, le nom ancien de Richard Toll. C'est Tawaï. Tawaï. Tawi. Les deux terres. C'est le nom de l'Égypte. Parce que Richard Toll, c'est à partir de Toll Richard, avec la colonisation agricole. Mais le nom ancien, c'est Tawi. Tawi. Et les populations ont gardé le mot. C'est un nom de l'Égypte. Absolument. C'est l'un des noms de l'Égypte. Qui est là, perceptible. Et perceptible. Boudjou. Quand les Wolofs disent Boudjou, mais Boudjou, c'est dans les textes égyptiens, c'est une forme d'insulte. Boudjou. C'est intéressant. J'ai vu hier dans un dictionnaire, Bakhao. Comment on dit en Wolof? Bakh. Bakh, ce n'est pas l'inondation. Bakh. Bakh. C'est le sable mouillé, quoi. Oui, Bakh, c'est le sable mouillé, c'est le même terme, Bakh. J'ai vu un autre terme, baï. Baï qui veut dire sarcler. Baï, dans le vôtre, bon, ça apparaît. Baï qui veut dire cultiver. Vous prenez le vocabulaire militaire, même le vocabulaire de la boucherie. Il y a tellement d'expressions égyptiennes qui renvoient au Wolof. Des qui veut dire le couteau, das qui veut dire aiguiller. Donc il est possible actuellement, à partir de l'égyptien, de reconstruire, en tout cas, de reconstruire tous ces éléments pour montrer en fait que la langue Wolof est une langue extrêmement ancienne. Moi, je trouve tellement d'expressions Wolof dans la langue égyptienne. Je peux faire un dictionnaire. Très bien. Maintenant, je crois que... Donc, sur le plan linguistique, les Moni, les Jean de Vis, les Suez Canal n'avaient aucun argument scientifique valable contre Cheikh Anta. Très bien. Je crois que si on voit un peu l'itinéraire des Sérères, n'est-ce pas, le long des migrations, on voit que tout leur itinéraire, d'après certains, est, n'est-ce pas, jalonné, n'est-ce pas, de signes qui renvoient en Égypte, notamment les rites funéraires et autres. Jusqu'à chez nous, je crois que plus récemment, il y avait ce qu'on appelait un peu, je ne sais pas, je crois que les toits des cases que nous voyons, c'est une réplique, alors lointaine, d'après certains, alors, n'est-ce pas, de la figure géométrique n'est-ce pas, des pyramides. Qu'en est-il réellement? Je vous renvoie dans les travaux de Charles Becker, rite de sépulture pré-islamique au Sénégal, où il a essayé de reconstituer la tombe sérère avec son orientation pyramidale. Effectivement, vous avez raison. Quand vous interrogez le rituel funéraire sérère, c'est une tentative de reconstruire la pyramide. Seulement qu'en Égypte, la pyramide était construite en pierre. Ici, c'était avec du sable. Mais quand vous interrogez le rituel funéraire sérère, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont même c'est dans les relations de voyage. Je vous renvoie dans ce travail de Charles Becker, et où il a tenté, en tout cas, dans ses schémas, de reconstruire le rituel funéraire en montrant en fait que les Sérères, effectivement, comme en Égypte, ont essayé d'édifier des pyramides. Mais il n'y a pas que seulement les pyramides, il y a toute la conception liée à l'au-delà aussi, en tant qu'espace aquatique, etc. Et le mot Sérère même? Et même les tentatives de conservation du cadavre, ce qu'on appelle la momification. Je vous renvoie dans les travaux de Baumann et Westermann et d'un autre Allemand qui a travaillé, Drotz, Die Mumifizierung in Afrika. Les travaux de Delafosse sur les traces probables de la civilisation égyptienne en Côte d'Ivoire. Tous ces travaux-là, si vous les consultez sur les rites funéraires, vous allez voir des tentatives de conservation, de momification qui renvoient à l'Égypte. Donc ce n'est pas seulement la langue, même sur le plan social et politique, la perception de la royauté, le caractère divin du roi, tous ces éléments-là, Cheikh Anta l'a montré dans ses travaux qu'il faut approfondir pour montrer en fait que l'Égypte a fortement influencé les civilisations actuelles modernes. On dit même que le mot Sérère, c'est un mot égyptien qui signifie un peu la caste sacerdotale, ce qui fait que les Sérères, ont eu détenu jusqu'à présent ce savoir alors supposé mystique, parce qu'il appartiendrait à la caste sacerdotale, notamment comment on appelle encore,
ceux-là qui étaient au pouvoir et qui traçaient les pyramides et autres, là, quand les scribes et autres, là, voilà, justement. Ils seraient issus de la caste sacerdotale des scribes. Oui. Le mot sérère même signifie en égyptien ancien celui qui trace les monuments et autres, là, les pyramides. C'est ce que Cheikh Anta dit. Mais même les patronymes, regardons les patronymes, surtout sénégalais. Cheikh Anta a écrit un excellent texte en 1973 sur l'origine nilotique, l'identification du berceau nilotique du Sénégal, sur les migrations, en montrant en fait que les patronymes sénégalais ne sont pas des patronymes typiquement sénégalais parce qu'on les retrouve un peu partout dans l'espace nilotique. Mais ce qui est intéressant... Dans le Soudan actuel, oui. Oui. Le Soudan du Sud dans actuel, le Soudan, on en parle. Voilà. Mais ce qui est intéressant, quand vous interrogez ces patronymes, mais si vous apprenez la langue, vous connaissez la langue égyptienne, mais ces patronymes, on peut les traduire. Les patronymes Ka, Ba, Sow, Sar, Diop, Diao, etc. C'est des patronymes qu'on peut traduire si on comprend la langue. Parce que si vous prenez le patronyme K, mais on oublie que K, il y a un pharaon de la dynastie 0 qui portait le nom K. Mais que signifie K? K pour les Égyptiens, c'est l'esprit, c'est l'énergie vitale. Vous prenez le Ba, les Ba. Le Ba, c'est quoi? Le Ba, mais c'est l'oiseau, il y a l'oiseau Ba, c'est vrai, à tête humaine, le diable du Sénégal. Mais le Ba, ça renvoie aussi à la chèvre, ça renvoie aussi au bélier. Le Ka, ça renvoie au taureau. Si bien que sous la 18e dynastie, Pharaon, on l'appelait le taureau puissant, Ka-Nechet. C'était ça le nom de Pharaon. Donc, Sar. Mais les noms des pharaons, de tous ces Sar, quand est-ce qu'apparaît le nom Sar dans la titulature? Mais certains disent sous la 4e dynastie, mais c'est encore beaucoup plus clair, en tout cas, sous le règne de la 5e dynastie. Le pharaon devient un Sar, c'est-à-dire un fils du soleil. Si bien que tous ces pharaons de la 5e dynastie ont leur nom du soleil dans leur patronyme. Et je crois que même Djobo, ça renvoie aussi à cette histoire-là. Oui, Diop, Djeba, c'est un oiseau. Je vous renvoie dans le Gardiner. C'est un oiseau qui s'appelle Djoba et qui a une touffe de cheveux ici. Dans l'ancien Sénégal, ça a disparu. Les Ndiobènes, là, on appelle les Pichundiobènes. On l'appelle Pichundiobènes. Ça s'appelle Djeba. Le terme Diop vient de là-bas, Djeba. C'est cet oiseau-là, qui est l'oiseau totémique des Diop. Moi, je me souviens, à Dagana, les gens qui avaient la patronyme, ils avaient des touffes ici. C'est cette touffe-là, c'est l'oiseau totémique. Effectivement, ce oiseau existe et on peut repérer ça dans le Gardiner. Les noms totémiques. Donc, même à partir des patronymes, on peut écrire l'histoire des noms et on peut retrouver la signification de nos noms en égyptien ancien. Je vous renvoie dans les travaux de Ranke, qui a travaillé sur les noms de personnes égyptiennes, où on peut essayer de reconstituer tous les noms des Égyptiens de l'époque prédynastique jusqu'à l'époque ptolémaïque. Mais justement, ça nous permet d'embrayer, mais d'où l'importance et la pertinence d'enseigner les études dans nos écoles. Absolument. Écoles et autres universités, mais maintenant, quelle sera la stratégie? Il y avait un projet, effectivement, d'enseigner la pensée de Cheikh Anta. Je pense que nous devons revenir sur ce projet-là. Comment enseigner l'histoire égyptienne, même avec des images, à partir du préscolaire jusqu'à l'université. C'est possible. Il nous faut seulement des manuels, et à partir de ces manuels, essayer d'expliquer par des images, des symboles, ce qu'était l'ancienne Égypte, ce qu'était l'ancien Sénégal. Des images, de bandes dessinées, bien sûr, de dessins animés. Le champ est vaste. Hein? Le champ est très vaste. Et j'ai l'impression que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore pris conscience de l'importance de l'enseignement de l'égyptologie dans nos écoles et dans nos universités. Je pense qu'il est temps quand même qu'on revienne sur les conclusions du colloque du Caire, sur les orientations dégagées par Cheikh Anta dans ses différents travaux pour en fait restituer la conscience historique des Africains. Mais je crois que vous en avez l'occasion avec l'écriture de l'histoire générale du Sénégal. Quelle a été la place réservée à l'égyptologie, justement? Bien sûr, il y a déjà un numéro qui a été publié, il y a un numéro sous presse, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je crois que comme nous avons... je crois qu'il faut même évoluer vers la création d'un institut d'égyptologie à Dakar.
parce que le projet est là depuis 2006, les professeurs Lam l'ont ficelé, mais jusqu'à présent, ça traîne. Qu'est-ce qu'il explique? Je ne sais pas. Ce sont des décisions qui doivent venir d'en haut, mais je pense qu'il est essentiel, en tout cas, de mettre en place ce projet d'institut d'égyptologie et de mettre effectivement des enseignements qui vont permettre de mieux comprendre la pensée de Cheikh Anta. Je pense que si l'institut est créé, on pourra faire beaucoup de choses et on pourra effectivement former pour permettre aux enseignants d'enseigner effectivement l'histoire ancienne de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que 2006, quand même, on ne peut pas attendre quand même. Bon, moi, je garde l'espoir. Je garde l'espoir que bientôt, ça va se décanter et le décret sera signé. Et voilà, on ira vers la construction de cet institut, en tout cas pour permettre à tous ces Égyptiens. On aurait davantage la mémoire de Cheikh Anta. Mais bien sûr, parce que même l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a formé beaucoup d'Africains. Et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les premiers égyptologues africains ont été formés ici. Parce qu'après Cheikh Anta, les premiers égyptologues qui ont travaillé ici ont eu quand même à faire beaucoup de choses. Bon, je peux citer le cas du Congo avec le professeur Obenga, le professeur Bilolo. Mais en tout cas, Dakar, c'est... doit rester la place forte de l'égyptologie. Bien sûr. En Afrique de l'Ouest, pratiquement, on n'enseigne pas l'égyptologie dans les universités. Et ça, c'est quoi? C'est une option? Non, ce n'est pas une option. C'est de l'idéologie? C'est quoi ça? Non, ce n'est pas une option. Dakar a eu la chance d'avoir des égyptologues qui sont rentrés et qui ont enseigné. Et qui ont eu la chance d'avoir d'autres qui ont soutenu. Ce n'est pas la chance pour d'autres. L'égyptologie est méconnue en Afrique. Moi, j'ai un peu voyagé dans la sous-région. Je crois que dans ce siège de souverainisme, je crois qu'aussi il est bon ton aussi, je crois, de se battre pour que quand même cela puisse véritablement être une réalité. Non, je garde l'espoir quand même. Je garde l'espoir qu'on aura l'institut. Je garde l'espoir que le gouvernement, enfin, donnera des bourses à nos étudiants pour leur permettre d'aller se former. Parce qu'il s'agit aussi de former des gens qui sont compétents. Parce que ce que nous faisons à Dakar, ce n'est pas suffisant. Il faut donner des bourses, comme l'avait fait Senghor. Appelle le collègue du Caire, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le président Senghor a donné 2 bourses à des Sénégalais qui sont allés se former en France, à Paris 4. En l'occurrence, le professeur Lam et le professeur Babacar Sall. Depuis lors, aucun Sénégalais n'a eu une bourse. Moi, c'est les Allemands qui m'ont donné la bourse, ce n'est pas le gouvernement du Sénégal. Et je crois que cette bourse-là octroyée à Lam et à Babacar Sall, ça a fait tâche d'huile. Mais je crois que ça a fait tâche d'huile, mais aussi ça a soulevé beaucoup de problèmes à l'époque. Oui, de pression. Pourquoi sont-ils envoyés que Cheikh Anta Diop? Je crois qu'il y a eu quand même des anecdotes assez croustillantes autour de ces bourses-là. Oui, mais le président Senghor avait compris, lui, pourquoi il a fait. Et je pense qu'il a compris pourquoi il a honoré Cheikh Anta comme ça en donnant des bourses à des étudiants sénégalais qui vont apprendre l'égyptologie à Paris. Je veux dire que, mais il n'a pas été suivi par ses prédécesseurs. En l'occurrence, le président Diouf, en l'occurrence, le président Wade, en l'occurrence, le président Sall. Aucun Sénégalais n'a eu une bourse d'égyptologie. Moi, c'est les Allemands. Mais là c'est extraordinaire. C'est une aberration. C'est une aberration. On ne comprend même pas. Quand il faut donner des bourses, on cible les autres. Quand c'est de l'égyptologie, non. Pourquoi? Je crois que, comme vous dites, il y a de l'espoir. J'espère que peut-être sera entendu. Que le président Diomaye, j'espère que le premier ministre Ousmane Sonko sera... Parce que depuis Senghor, aucun Sénégalais n'a eu une bourse d'égyptologie octroyée par le gouvernement du Sénégal. Et on veut maintenant, dans cette quête souverainiste-là, il est important mais quand même. Comment on peut travailler dans ces conditions? Non, je crois que ce vide-là, il faut le combler. Il faut le combler pour que les Sénégalais puissent être formés dans ces disciplines pour que Dakar continue de rayonner. Et diversifier surtout n'est-ce pas, les écoles. Mais bien sûr. Il n'y a que l'école allemande, peut-être il y a l'école anglaise. Mais il y a l'Angleterre, il y a les États-Unis. Absolument. Il faut diversifier. Je crois que là, c'est important. Faire de Dakar un centre honoré Cheikh Anta comme ça. Absolument. Il faut faire comme Senghor qui a offert 2 bourses. Justement, dans ce siège, quelles seraient pour vous donc les stratégies qu'il faut déployer pour mieux je ne sais pas, approprier cet enseignement de l'égyptologie et notamment les enseignements de Cheikh Anta Diop? Pour moi, d'abord, c'est la mise en place de l'Institut d'égyptologie. Quand on aura mis en place l'Institut d'égyptologie, on va créer les enseignements. Mais surtout, il faut donner des bourses. Moi, je crois qu'il est possible
pour nos gouvernants de donner 2 ou 3 bourses à nos étudiants qui vont se former dans l'archéologie égyptienne, qui vont se former dans la linguistique, qui vont se former dans d'autres domaines, même parce que l'égyptologie aussi, c'est les mathématiques, c'est l'astronomie. Donc, ils vont se former dans d'autres domaines du savoir concernant l'égyptologie et revenir travailler. Faire de Dakar un centre rayonnant de l'égyptologie africaine. Ça, c'est possible à partir de la création de l'Institut. Mais ça dit que, est-ce que vous n'avez pas, vous, de solution? Peut-être vous indiquez les grandes idées comme ça, mais qu'est-ce qu'il faut concrètement pour qu'on y arrive? Il faut des moyens. Il faut donner des moyens. Nous aborderons tout à l'heure les moyens. Voilà. Mais ça dit qu'au niveau des stratégies. Pour qu'on y arrive, mais si on donne des bourses à des étudiants, parce que nous, nos étudiants, c'est vrai que nous travaillons, nous donnons des cours, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait des Sénégalais qui partent ailleurs se former dans ce domaine-là et puissent revenir. Les moyens, c'est les bourses. Il faut offrir des bourses aux jeunes Sénégalais, les meilleurs de leur génération. On leur offre des bourses, on leur donne l'occasion d'aller se former et revenir. Renforcer l'équipe, parce que nous ne sommes que 3 ou 4. Ce projet-là, ce n'est pas le projet de 4 personnes. Nous ne pouvons pas supporter le projet de tout un continent. Cheikh Anta n'a pas seulement travaillé pour le Sénégal, il a aussi travaillé pour l'Afrique, pour le monde. Là, 4 personnes dans un département d'histoire, on ne devrait même pas être dans ce département, parce que dans les pays européens, effectivement, mais les égyptologues ne sont pas au département d'histoire. Ils sont associés soit aux archéologues, soit, disons, j'ai vu dernièrement à Cologne, ils sont associés aux études africaines. Institut pour égyptologie und africanistique. Ok, ça marche. Les études africaines avec l'égyptologie. Là où j'ai fait l'égyptologie, on était avec les archéologues. On avait avec les archéologues, parce que l'égyptologie aussi va avec l'archéologie. Je veux dire ça. Donc, il faut diversifier, certes, mais il faut cibler des domaines de formation où on n'a pas encore de spécialistes pour pouvoir un peu, disons, faire prospérer la discipline à Dakar. Donc, Dakar, de mon point de vue, doit rester le centre de rayonnement de l'égyptologie en Afrique, parce que nous avons été les premiers quand même à être formés dans ce domaine avec les travaux de Cheikh Anta. Oui, justement, je crois que Cheikh Anta Diop aimait rappeler souvent que pour bâtir un corps social solide en Afrique, il nous faut retourner à nos humanités nibo-égyptiennes. D'où l'importance, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, la nécessité d'enseigner n'est-ce pas, l'égyptologie depuis le préscolaire jusqu'à l'université. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi envisager, dans le cadre de ce que vous dites là, penser d'abord donner à des enseignants créés à la main la possibilité alors de renforcer peut-être cette cohorte d'étudiants qui seraient appelés à aller étudier l'égyptologie, être bénéficiaires des bourses. Je crois que ça permettrait aussi peut-être d'avoir une masse critique pour aller très vite. Absolument. Parce que maintenant, nous avons des étudiants qui sont en thèse, c'est vrai, qui vont bientôt peut-être terminer. Mais la formation est continue. Il faut continuer à se former. Parce que nous aussi, on se forme. Heureusement, à Dakar, nous avons ce qu'on appelle les voyages d'études. Chaque 2 ans, on vous donne le billet, on vous permet d'être mobile et d'aller travailler dans des instituts et revenir. Heureusement, nous avons ça au niveau de l'université. Donc, nous avons la possibilité, en tout cas, nous enseignants, d'avoir des voyages d'études pour aller un peu se perfectionner. C'est très bon. Mais c'est encore mieux si on regarde un peu toute cette masse critique qui vient vers l'égyptologie. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut prendre les meilleurs, de mon point de vue, octroyer des bourses, parce que à la retraite, il faut des gens compétents aussi. Parce que si on met en place un institut d'égyptologie et qu'on n'est pas les enseignants compétents pour l'animer, là aussi, ça sera un gâchis. Donc, il faut anticiper. Moi, je crois qu'il faut maintenant réfléchir pour créer des bourses, qu'on donne les bourses aux meilleurs de notre section, qu'ils puissent aller travailler avec nos collègues en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, et nous revenir et renforcer l'équipe. Parce que nous ne sommes que 4 actuellement. Très bien. Je crois que c'est clair, c'est quand même, le ratio est très faible, et inquiète même à la fois. Absolument, parce que moi-même, mais on le sent dans la section, le ratio est énorme. C'est-à-dire que les ambitions que nous avons par rapport à ceux des étudiants que nous encadrons
Et si les moyens ne suivent pas, on ne pourra rien faire. Mais justement, qui parle de stratégie parce que le diagnostic est là, il est alarmant. Mais pour vous, quels doivent être les moyens alors qu'on doit mobiliser pour véritablement arriver à pallier cela? Bon, pour que l'enseignement de l'égyptologie soit véritablement effectif dans nos universités. Bon, ils ont, par exemple, il n'y a pas que Dakar. Je pense que les gens de Ziguinchor ont eu l'intelligence de créer une section à Ziguinchor. L'égyptologie a commencé à rayonner là-bas. Ce serait aussi intéressant que dans d'autres universités qu'on crée des enseignements, des départements d'histoire ou bien en tout cas des sections d'égyptologie et recruter des enseignants compétents. Et là, je pense que Dakar ne sera pas désengorger un peu Dakar et permettre aux Sénégalais d'accéder à ces enseignements. Donc le recrutement, pour moi, est très important. Ouvrir cette filière-là dans d'autres universités. Ensuite, former les enseignants qui vont y aller. Je pense que ça peut être... mais justement, je crois que c'est important, on vous entend, mais quels seraient enfin donc les enjeux politico-idéologiques à enseigner l'égyptologie? Justement, le panafricanisme, par exemple, de Cheikh Anta Diop, il n'est pas le seul panafricaniste, mais le panafricanisme de Cheikh Anta Diop est ancré sur l'enseignement de l'égyptologie, son panafricanisme. La renaissance africaine, renaître à partir de quoi? Renaître à partir des langues et des civilisations. Donc si nous avons un programme comme ça, renaître, être panafricain, je pense que l'égyptologie sera un apport extrêmement important pour en tout cas faire basculer l'Afrique vers le panafricanisme et la renaissance africaine. Concrètement, qu'est-ce que l'égyptologie peut apporter à cette quête, j'allais dire, effrénée de souverainisme, n'est-ce pas, qui va dans tous les sens? D'abord, de nous connaître, l'histoire des migrations, qui sommes-nous, d'où sommes-nous originaires, que devons-nous être? Qui sommes-nous d'abord? Qui sont ces Sénégalais? D'où viennent-ils? Ça, c'est intéressant. D'où viennent-ils? Parce que jusque-là, on a l'impression que nous sommes descendus de la planète Mars. Non. Non. Non, nous venons de quelque part. Nous venons de quelque part. Il faut clarifier ce débat-là. Nous venons de quelque part. Qu'est-ce que nous lie? Qu'est-ce qui nous lie entre Sénégalais, entre Africains? C'est pour cela que Cheikh Anta, quand il parle, il sait ce qu'il dit, l'unité culturelle. Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui lie le Sérère au Wolof, le Wolof au Manding, etc. Qu'est-ce qui les lie? Culturellement, qu'est-ce qui les lie? Religieusement, qu'est-ce qui les lie? Et ça, l'égyptologie peut permettre de comprendre ça. Qu'est-ce qui les lie? Donc, régler la problématique des migrations, de l'ethnogénèse, la problématique de l'unité culturelle de nos peuples. Ensuite, évoluer vers le panafricanisme. Je pense que ce sont des projets qui sont en tout cas en vigueur et je pense que si on travaille à faire connaître notre histoire, on peut parachever ce projet-là panafricaniste. Oui, on a comme l'impression que dans cette quête de souveraineté, la part de l'égyptologie est énorme. Mais absolument. On ne peut pas dire d'ailleurs, elle est la seule apte à nous éclairer. Il y a beaucoup de choses. L'histoire africaine, on ne peut pas écrire actuellement, on ne peut pas écrire l'histoire de l'Afrique en ignorant l'Égypte. Si vous interrogez toutes les traditions africaines, ils vont vous renvoyer vers la vallée du Nil. Donc vous ne pouvez pas écrire l'histoire africaine en ignorant tout ce patrimoine culturel-là. Tout ce patrimoine, c'est un patrimoine culturel africain, vous ne pouvez pas l'ignorer. C'est pour ça que je disais que d'un point de vue stratégique, en tout cas pour l'égyptologie, la stratégie d'abord c'est d'enseigner, de connaître la langue. Il faut qu'on connaisse, même si c'est une langue morte, il faut qu'on connaisse cette langue, comment ça a évolué. Et quelle est la relation entre ces langues et les nôtres. Et ce qu'Obenga dit, essayer de reconstituer, disons, les ancêtres des langues négro-africaines, les humanités là. Il faut enseigner les humanités négro-africaines. Et si on enseigne ces humanités, là, on montre en fait ce qui nous lie. On verra que ce qui nous lie est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Nous sommes des êtres à part entière, mais nous sommes apparentés quelque part. Nous sommes des parents.
on s'est retrouvés quelque part ensemble. C'est ça qui explique cette unité culturelle entre nous, Sénégalais, Africains, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. C'est ça qui l'explique. Donc, la part de l'égyptologie est énorme et je pense que le champ est ouvert. Non, le champ est ouvert, vous avez dit, le champ est ouvert. Je crois que vous allez revenir ici pour nous parler de ce peuple-là, justement, parce que, en tout cas, Canal Éducation a compris qu'il faut peut-être, en dehors des amphis, essayer aussi de diffuser ce savoir. C'est la raison d'ailleurs d'être de cette émission, Feuille d'Histoire. Alors partager, alors le savoir qui est souvent alors mis dans les placards, qui n'est pas du tout partagé, mutualisé. En tout cas, nous l'annonçons en direct. Vous reviendrez ici pour nous parler justement de ce peuple-là, pour qu'on puisse connaître, qu'on n'est pas sorti de nulle part et que nous venons de quelque part. Oui, nous venons de quelque part. Et ces itinéraires-là ont été tracés par nos traditions, par l'archéologie, par la linguistique. Il est possible, en tout cas, de reconstituer tout cela à partir des faits d'histoire. Alors, quel aspect voulez-vous aborder avant qu'on ne vous demande peut-être votre mot de la fin? Bon, je pense que je reviens sur ce que j'ai dit pour l'importance de l'enseignement de l'histoire ancienne surtout. Et je pense qu'il faut miser sur la formation, il faut mettre les moyens, il faut investir, il faut former les jeunes. Les jeunes se bousculent. Nous avons beaucoup de jeunes qui veulent se spécialiser, les moyens n'existent pas. Il faut les encourager. Qu'est-ce que vous appelez par moyens? Les moyens, c'est quoi au juste? Les moyens, c'est de permettre aux meilleurs parmi d'entre eux d'avoir des bourses pour aller étudier. C'est ça ce que j'appelle les moyens. Parce que nous avons la section d'égyptologie à Dakar, mais nous ne sommes que 4, alors que le projet est très vaste. Nous avons l'intention de mettre en place un institut d'égyptologie. Si on ne met pas les moyens, ça n'ira nulle part. Les moyens viennent de qui? De l'État? Des partenaires? En premier lieu de l'État, mais en deuxième lieu des partenaires. On verra. Mais l'État, ici, au Sénégal, l'éducation, c'est financé par l'État. Comme ailleurs, c'est l'État qui porte ces projets d'éducation. Mais quand on aura à ficeler un projet d'institut, on va fixer les objectifs et là, on va soumettre le projet à l'État. Ce que l'État pourra faire, il le fera. Ce qu'il ne pourra pas faire, on va regarder du point de vue de la coopération. Qui doit concrètement porter ce projet? Ce projet doit être porté par nous-mêmes. Nous, c'est qui? Nous, ce sont les enseignants qui animent l'égyptologie à Dakar. C'est nous-mêmes qui devons porter ce projet, qui devons expliquer à l'État la nécessité de mettre en place un institut d'égyptologie et ses enjeux. Est-ce que vous en êtes avec ce projet? Le projet a été ficelé, déposé, mais jusqu'à présent, nous attendons la signature du décret. Déposé où? Au niveau du rectorat, c'est parti au ministère. Ensuite, ça a disparu. Ensuite, on a retrouvé, nous dit-on. Maintenant, on attend. Bien avant le départ du président Macky, effectivement, on avait le projet était là. Mais depuis que le président Macky est parti, nous ne connaissons rien du décret et je pense que c'est l'occasion maintenant de revenir sur ce projet et de le finaliser, le projet de décret de création de l'Institut d'égyptologie. Je crois qu'au sortir de cette émission, vous ferez le nécessaire pour voir où est-ce que vous en êtes avec... On a fait le nécessaire, on sait effectivement là où c'est, mais jusque-là, il y a des blocages et il faut débloquer ça. Très bien. Votre mot de la fin, M. Sarr? Je vous remercie, M. Bey, et je pense que prochainement, on aura à discuter sur les migrations et l'unité culturelle égypto-africaine. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, comme vous l'aurez vous-même alors vu et entendu, nous venons d'ouvrir une page d'égyptologie dans cette émission, Feuille d'Histoire. Aujourd'hui, ça a été donc un numéro, j'allais dire, l'entièreté exclusivement consacrée aux questions d'ordre général. M. Sarr donc reviendra ici pour nous parler des migrations, alors de cette unité culturelle tant chantée par Cheikh Anta Diop, la parenté linguistique entre, n'est-ce pas, les différents peuples africains et d'autres sujets relevant, n'est-ce pas, de l'égyptologie. Ça a été donc un énorme plaisir de recevoir M. Sarr, que nous découvrons d'ailleurs et que certainement beaucoup d'autres Sénégalais découvrent. En tout cas, nous lui disons un grand merci.
Et merci. nous disons à nos téléspectateurs de continuer à suivre le programme de Canal Éducation. Et d'ici là, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Merci.